Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire le chapitre 3 de l'ouvrage La guerre secrète de l'occulte de Jacques Bergier. Prodige dans l'Empire céleste. Le bombardement de la Chine par des météorites géantes, un tremblement de terre faisant des dizaines de milliers de victimes, la mort de Mao Tse-tung, ces trois événements ont été prédits en Chine à partir du Yi-King, prétendent certains. Ce n'est pas ici le lieu de m'attarder sur le Yi-King, à propos duquel je renvoie aux travaux récents de l'anglais Herbie Brennan, qui font autorité, et aux études antérieures toujours valables de Jung. Je rappellerai seulement que le Yi-King est une méthode pour interroger quelqu'un qui répond. On a supposé que ce quelqu'un pourrait être l'inconscient collectif du peuple chinois, ou même du genre humain tout entier. Le Yi-King ou livre des mutations est en tout cas un document chinois extrêmement ancien, puisque Confucius déjà s'y intéressait. Il est composé d'un certain nombre de symboles, chacun correspondant à un conseil. Le conseil recherché est obtenu par tirage au sort, selon un rituel très compliqué. L'interprétation en est aussi complexe. Des centaines de millions de Chinois possèdent ce dispositif qu'ils interrogent fréquemment. J'avoue pour ma part avoir eu l'occasion d'y recourir. De mes observations, j'ai tiré deux conclusions. La première, qu'interrogé par quelqu'un de sceptique, le Yi-King vous conseille de ne pas discuter avec un imbécile. La seconde, que les conseils relativement faciles à interpréter semblent souvent répondre à des questions que l'on a posées mentalement, sans même les formuler à haute voix. Il serait simple d'imaginer un mécanisme de télépathie, puis de télékinèse faisant partie du rituel de questionnement. Un tel processus n'est pas impossible. Herbie Brennan, bien documenté sur la question, cite le cas d'un expert militaire anglais qui, en utilisant le Yi-King, aurait réussi à prédire avec exactitude toutes les actions militaires et politiques chinoises au cours de la récente guerre opposant la Chine à l'Inde. Il obtenait apparemment les mêmes résultats que des experts militaires chinois. Il ne faudrait pas pour autant en déduire avec Brennan que le Yi-King est un baromètre psionique, un instrument de mesure en quelque sorte. Ce Yi-King fut inventé il y a 4 ou 5 000 ans par Pao Xi, personnage légendaire dont personne ne peut affirmer s'il a réellement vécu. On en sait déjà un peu plus sur un autre de ses créateurs, Wen, qui vécut au IIe siècle avant Jésus-Christ. Condamné à mort, il travailla en prison pour élaborer 64 symboles, correspondant chacun à un conseil. Rien de tel qu'une cellule de condamné à mort pour exacerber la pensée logique, je peux moi-même en témoigner. En IIIe siècle de notre ère, Wang Pi systématisa ses inventions. 10 volumes ne suffiraient pas à énumérer toutes les réussites dues au Yi-King. Les amiraux japonais l'avaient consulté avant de lancer l'attaque surprise de Pearl Harbor. Il en fut de même pour toutes les victoires japonaises de la Seconde Guerre mondiale, notamment celle de Singapour. Je ferai état d'un autre exemple qui n'a celui-là rien d'historique, mais est particulièrement émouvant. En 1963, un enfant d'une famille chinoise de Hong Kong ayant fait une fugue, ses parents au désespoir le retrouvent grâce au conseil donné par le Yi-King, après avoir volé un canot et s'était échoué sur une île déserte. On compte des dizaines de milliers d'exemples de ce genre. Le Yi-King marche, c'est incontestable. Mais comment ? Jung s'est penché sur le problème après avoir été instruit de ces phénomènes par Richard Wilhelm, missionnaire allemand parti pour la Chine, et qui en était rentré à ce point convaincu de la supériorité de la civilisation chinoise, qu'il écrivit « La grande joie de ma vie, c'est de n'avoir jamais baptisé un seul Chinois ». Il traduisit en allemand le Yi-King, et c'est sa traduction datant de 1920 qui est à l'origine de tous les travaux européens sur le sujet. Mais nous n'avons pas encore dit quel est le mode d'emploi du Yi-King. Voilà, on pense à la question à poser. On jette en l'air des baguettes qui donnent un numéro d'hexagramme, de 1 à 64, numéro permettant alors de trouver dans un livre un conseil à interpréter. La totalité de l'opération dure 5 minutes, mieux que l'ordinateur le plus rapide, car à chaque question, il y a 4096 réponses possibles. Pour tirer au sort, on procède de la façon suivante. Les baguettes sont partagées en 2 tas, au hasard, de la main droite du questionnaire. De la même main, il retire une baguette du tas de droite et la place entre les 2 derniers doigts de sa main gauche. Se tournant alors vers le tas de gauche, il en retire les baguettes 4 par 4 et les empile sur la gauche jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 4 ou moins dans ce tas. Il place alors le reste entre les 3e et 4e doigts de sa main gauche. Il recommence ensuite la même opération,
sur le tas de droite cette fois, ajoutant les baguettes écartées à celles qu'il était déjà, et place le reste entre le majeur et l'index de sa main gauche. Le hasard intervenant à plusieurs reprises au cours de l'opération, la chance d'obtenir à la même question la même réponse est en toute probabilité des plus réduites. Or, on prétend que des millions de Chinois posant dans les années 70-75 la question « Comment puis-je devenir un bon citoyen de la Chine ?», se sont vus répondre « Écartez-vous du gouvernement ». Ce sont des mauvais maîtres et la nature, comme l'a prévu Confucius, est contre eux. Les pierres vont tomber du ciel. La terre va trembler avec de très nombreuses victimes. Mao Tse-tung va mourir et leur règne sera fini. L'effet produit sur la population est considérable. N'osant s'en prendre au Yiking, le gouvernement de l'époque lança une virulente attaque contre Confucius, offensive qui surprit l'Occident. Il n'empêcha pas pour autant les sinistres prédictions de se réaliser. Après la mort de Mao, sa femme et ses plus proches collaborateurs furent chassés, le groupe des 4 limogé. Mao, semble-t-il, en était averti. Les derniers messages qu'il a écrits ont été depuis détruits et on en ignore le contenu exact. Selon le professeur américain Andrés Onate, qui a passé 6 mois à Hong Kong pour étudier les témoignages, ceci concorde. Le tremblement de terre prévu, c'était celui du 27 juillet 1976, dont le nombre de victimes a dépassé le million. Il coïncide effectivement avec la fin du groupe politique de Mao, qui mourut le 9 septembre de la même année. Ainsi était réalisée la 3e prédiction, après la chute massive de météorites et le tremblement de terre. Pour la majorité du peuple chinois, ces prédictions viennent de l'inconscient collectif inspiré par le Yiking. Je pense quant à moi qu'on peut trouver des explications beaucoup plus rationnelles. La mort de Mao était inévitable et prévisible. La chute massive de météorites, les astronomes du monde entier en parlaient depuis longtemps. Il s'agissait d'un de ces essaims qui frappent périodiquement l'orbite de la Terre à des moments prévisibles. Pour les tremblements de terre, ils sont si fréquents en Chine que les Chinois tentent de mettre au point des méthodes scientifiques de prévision fondées sur des considérations astronomiques. Les planètes exerçant une action perturbatrice sur le Soleil et les éruptions solaires étant accompagnées de perturbations magnétiques. Les tremblements de terre peuvent donc s'en suivre. Il est aussi possible que les savants chinois aient eu connaissance d'une autre méthode de prédiction des tremblements de terre, mise au point par le savant soviétique A.N. Semenov, à partir de la diminution de la vitesse de propagation des ondes terrestres avant les tremblements de terre. Abondamment décrite dans la presse scientifique, cette méthode a déjà été appliquée par les Américains à Hawaï, où des tremblements de terre ont été annoncés 3 ans à l'avance. La prévision tenue secrète de ce dernier tremblement de terre aurait pu par la suite être utilisée dans la campagne psychologique contre le groupe des 4. On peut parfaitement imaginer le scénario. Cette théorie dite théorie de l'effet Jupiter, ayant correctement prévu d'importantes secousses sismiques aux États-Unis, certains savants chinois s'en sont servis pour rédiger une prédiction qu'ils ont communiquée à un groupe antigouvernemental, celui qui est actuellement au pouvoir en Chine. Ce groupe, par le Yiking, aurait alors repris cette prédiction pour susciter une hostilité générale contre le groupe des 4. Voici comment se déroulèrent les faits. Précédé d'une énorme chute de météorites, le tremblement de terre de Tangshan tue 1 million de personnes. Dans la population se répand aussitôt le bruit qu'il annonce la fin de Mao, bruit répercuté par de nombreux organes de presse, tant en Chine qu'à Hong Kong. Sous prétexte d'aider les victimes du tremblement de terre, les mouvements de troupes sont organisés, action en réalité, contre le groupe au pouvoir. Alors que le 1er octobre, Madame Jiangxing, la femme de Mao, était sur le point de prendre le pouvoir, le 6 octobre, elle est arrêtée avec la plupart de ses amis politiques par des troupes spéciales de sécurité composées des anciens gardes du corps de Shu Enlai. Pékin tombe aux mains des adversaires de la dynastie Mao Tse-tung, puis Shanghai où la répression est sanglante. Wang Hongwen est capturé, accusé d'avoir créé des usines clandestines de mitraillettes et d'avoir formé une milice forte d'1 million d'hommes prêts à combattre les troupes régulières. Cette conspiration étouffée dans l'œuf, la répression sévit dans le reste de la Chine. Au-delà des événements, ce qui importe, c'est que le nouvel gouvernement prétendait être l'agent du destin, l'envoyé des forces occultes procédant de l'inconscient collectif qui avait condamné sans appel l'équipe Mao. Comment savoir ce qu'en pensent réellement les dirigeants actuels, comme le rationaliste Deng Xiaoping? Tout rationaliste peut admettre l'existence de pouvoirs
supérieure provenant d'un cerveau et d'un système nerveux spécialement excités. D'après la tradition, l'acupuncture produirait cet état de superconscience. Les chercheurs chinois auraient même en 1972 retrouvé d'anciennes techniques d'acupuncture conduisant aux états de conscience supérieurs. Comme le dit Gustave Meyrink, il y a une échelle sans fin. Le premier échelon, déjà, s'appelle génie. Les autres sont inconnus de la foule et tenus pour des légendes. Ni le rationalisme, ni la superstition ne rendent compte de la totalité de l'univers qu'on n'expliquera jamais par une seule théorie. Pour moi, la révolution qui se déroule aujourd'hui en Chine est une formidable opération de guerre psychologique reposant sur l'occulte, s'il n'intervient pas directement. L'analogie avec l'arrivée de Hitler au pouvoir saute aux yeux. Comme je l'ai déjà dit dans Le Matin des magiciens, avec beaucoup d'autres dignitaires nationaux-socialistes, ils croyaient à l'occulte, mais apparemment la prise de pouvoir s'opéra de façon très rationnelle, puisque Hitler fut démocratiquement élu avec une confortable majorité. Derrière lui, il avait le parti nazi. Il est certes plus difficile de définir le groupe chinois actuellement au pouvoir, complice de la diffusion dans le peuple des prédictions sur la fin de Mao. On ne peut pour l'instant le juger que sur ses actes et sur sa campagne de restauration systématique de la science chinoise, rendue totalement indépendante des activités politiques. Je qualifierais une telle attitude de marxiste-léniniste rationaliste. Le marxisme-léninisme interprété par Mao est devenu une religion et une mystique incompréhensible à quiconque n'est pas chinois. Même les soviétiques ne sont pas parvenus à les comprendre, éprouvant de telles inquiétudes qu'ils ont rompu avec la Chine et rappelé leurs techniciens. Les Chinois n'en mirent pas moins au point tout seuls la bombe atomique, puis la bombe à hydrogène. Ils lancèrent un satellite et remportèrent d'éclatants succès dans plusieurs secteurs de pointe. Il leur manque cependant cette catégorie d'ingénieurs et de techniciens capables de réaliser sur de vastes échelles des progrès techniques. Ce pays, apte à déclencher des explosions atomiques, est en difficulté quand il s'agit de construire un camion ou de produire industriellement des armes conventionnelles, qu'il songe à acheter à l'Europe. Ce qui lui fait défaut, c'est l'élite dont la religion maoïste croyait pouvoir se passer. N'a-t-on pas vu le recteur de l'université de Canton, convaincu d'attitudes hostiles envers le régime de Mao, dégradé et nommé concierge à l'une des portes d'entrée? Je me souviens avoir signalé cette situation il y a une dizaine d'années, à la télévision, dans une émission de Guy Béard de la série Bienvenue. Répondant à une question sur l'éventualité d'un danger chinois, j'ai déclaré que les Chinois n'étaient, à mon sens, pas assez nombreux. Que peuvent-ils contre les bombes orbitales soviétiques étudiées pour ravager un continent? Combien survivraient à leur explosion? La prise de conscience de cette dangereuse carence explique bien les récents événements. Dès 1970, les patriotes chinois, attentifs à cette faiblesse de leur pays, ont ourdi une conspiration destinée à modifier les conditions sociales de façon telle que se réforme une élite, non pas l'antique élite figée des mandarins, mais une élite moderne d'ingénieurs et de techniciens. J'interprète ici en termes qui nous sont familiers la mentalité de ces conspirateurs que je déforme fatalement par cette traduction. Ils devaient penser que l'inconscient collectif excité contre Mao, après sa disparition, le régime serait plus facile à renverser. Et tout le monde s'accorde sur l'efficacité de l'admirable campagne psychologique qu'ils ont lancée. À des dizaines de millions d'exemplaires, la fameuse prédiction que nous avons analysée fut répandue. La réplique du régime maoïste s'attaquer à Confucius fut en réalité très maladroite. Peut-être eût-il été plus intelligent d'abonder dans leur sens, de réhabiliter des idées de Confucius et le Yiking, puis d'émettre des prédictions contradictoires. Mais il est toujours facile de suggérer la solution miracle après coup. Déjà, la chute des météorites avait produit sur le peuple un effet considérable. Le gouvernement avait alors donné des instructions pour qu'on les ramasse. Au lieu d'officialiser le phénomène, peut-être eût-il été plus judicieux de le tenir caché. Pour le tremblement de terre, le secret était impossible, puisque Pékin elle-même trembla et que des maisons s'y écroulèrent. Dans la région atteinte, des mines et des villes entières furent détruites. On ignore toujours quel était alors l'état de conscience de Mao. Le dernier Européen à l'avoir vu, le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Robert Muldoon, rapporte que le 30 avril, date de sa visite, Mao, paralysé de la gorge, était dans l'incapacité de s'exprimer. Il passait pour communiquer des messages écrits dont on ignore le contenu parce qu'ils ont été détruits ou falsifiés. La revue militaire chinoise Le Drapeau Rouge
a publié en octobre de cette année-là un curieux article dont on a eu connaissance en France que plus tard, qui préconisait une action violente des partisans de Mao. Son auteur demeure introuvable, probablement fusillé aussitôt après. Sans doute le congrès du parti qui doit être organisé en 1978 donnera-t-il quelques éclaircissements, mais dès aujourd'hui, on peut assurer que ce fut l'épisode le plus sensationnel de la guerre secrète de l'occulte. PS, le numéro 297 du 29 mai au 4 juin 1978 de l'hebdomadaire Le Point apporte une éclatante confirmation aux thèses de ce chapitre. À la page 155, je lis qu'un hebdomadaire japonais avait en novembre 1976 décrit la chute du groupe des Quatre avant que l'événement ne se produisît. Il tirait ces informations d'un roman traduit du chinois qui s'est vendu à des millions d'exemplaires au Japon et à Formose. L'auteur, qui signe du pseudonyme Xia Shi Yen, a donné à son livre pour titre « L'hiver le plus froid de Pékin ». Le Point cite quelques extraits de la traduction française à paraître aux éditions Alta. Quand on sait qu'un roman chinois s'est créé en plusieurs années, on est forcé de croire que son mystérieux auteur était averti de la chute des Quatre, des années avant l'événement. L'a-t-il lu dans le Yiking, ou était-il au courant de l'opération politique qui se préparait, comme j'incline à le penser ? Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce chapitre. Je vous ai mis le lien du livre dans la description, si vous souhaitez. Je vous dis à bientôt pour une